Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Bien justement, c'est assez intéressant ce que tu racontes là parce que ton parcours est plutôt un parcours de directeur artistique à la base, alors même si tu es diplômé d'un BTS, ce qui ne prépare pas nécessairement à faire du design, mais tu es graphiste, donc côté artistique, tu fais beaucoup de développement, ce que je trouve super intéressant. Et au final, tu diriges une très très belle structure aujourd'hui. Alors c'est un parcours de vie bien entendu parce que ça s'est pas fait en 3 ans, mais comment ça se fait? Parce que ton parcours est très 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 atypique dans les métiers de la communication et tout court, j'ai envie de te dire. Alors c'est atypique parce que ma philosophie de vie imprègne mon parcours professionnel. Il faut avant tout se rêver de qui l'on veut être, avant de savoir ce que l'on veut faire. Et je crois que c'est vraiment la base de la base. Et moi, le seul conseil que je donnerais à toutes celles et ceux qui veulent faire ce métier de communication, et au sens large, parce qu'il y a tellement de métiers dans la communication qu'il faut ensuite choisir sa profession dans la communication, c'est vraiment de réfléchir à qui je veux être et avoir une passion. Moi, ma passion, je suis né avec un crayon dans la main. Je ne sais pas pourquoi, ou plutôt j'ai pu analyser ça par la suite en regardant mon parcours. J'étais assez cancre, j'étais assez bougeon et passer beaucoup de temps derrière un pupitre à prendre des choses pour lesquelles j'avais pas d'appétence a fait que j'ai griffonné dans les marges de mes cahiers et mes cahiers sont devenus des BD pour faire simple. Et du coup, j'ai eu des parents qui se sont intéressés à mes dessins puisque ils voyaient que c'est ce qui me passionnait. Et alors au début c'était par défaut puisque les cours ne m'intéressaient pas. Puis ensuite ça a été par passion puisque quand quelqu'un s'intéresse à vous et que vous êtes valorisé par ce que vous faites, c'est là que vous finissez par performer. Et donc j'ai pris des cours de dessin. Mes parents m'ont inscrit à des cours de dessin divers et variés. J'ai fait des concours d'affiches. Tout de suite pour moi l'expression c'était l'affiche. Avec un certain succès, etc. Et puis donc, globalement, le dessin, l'art appliqué à un métier est venu s'imposer à moi. Et ensuite, la réflexion a été de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors d'abord, j'en ai fait une vraie source de plaisir. Franchement, crayonner un concept et ensuite le voir se réaliser que ce soit en affichage ou en film télé, vraiment, ou en spot radio, c'est un vrai grand plaisir. Pour l'ego, il faut se l'avouer, mais aussi pour le métier que c'est, parce qu'on touchait à l'époque à tout ce qui était à la fois visuel, graphisme, audio, vidéo, les films. J'ai tourné avec les plus grands réalisateurs de films, ça a été des moments absolument merveilleux, et un peu partout dans le monde, donc c'était formidable. Donc un vrai plaisir, mais ce plaisir, il est vain. C'est-à-dire qu'une campagne, ça passe. Et au fond, qui l'on veut être? On veut être, enfin en tout cas, ce qui me motivait moi, c'est de vouloir être acteur de la société. Et il y a différentes façons d'être acteur dans la société. En étant entrepreneur, ce que j'ai été. Du coup, tu me poses la question, Laurent, à savoir, je suis passé au développement. Bah oui, par force, parce que quand on a une agence de pub, on a beau être le directeur de création de cette agence et le créatif, animer des équipes, il faut aussi la développer. Et au fond, j'avais une certaine facilité à argumenter, à présenter. Ça venait plus de mes tripes que de ma tête, et donc avec une certaine conviction, je suis assez assertif quand je crois dans mes idées, donc j'ai entre guillemets vendu des campagnes, mieux sans doute que d'autres, et du coup c'est ce qui m'a fait me consacrer à la fois à l'aspect très commercial, parce que c'est aussi ça à développer. Quand on est créatif, on développe des idées, on développe des structures, on développe des produits, on développe. Et donc j'ai développé des structures par un instinct commercial. Encore une fois, pour revenir sur la formation des jeunes qui veulent faire ce métier, je crois que pas loin de 90% de ce que je sais faire aujourd'hui dans ma profession, je l'ai appris sur le tas. Je l'ai appris en faisant. Et croyez-moi, j'ai eu des idées assez loufoques que finalement j'ai lancées quand même avec une confiance extrême dans notre capacité à les réaliser. Ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire se dire, si je fais une cartographie des risques dans ce que j'entreprends, je pense que je serais resté fossilisé sur ma chaise et je n'aurais jamais bougé. Donc la prise de risque, elle est majeure, avec une vraie confiance en soi dans la perspective de pouvoir les réaliser. Alors j'ai pris des gamelles, mais somme toute, quand on fait l'analyse du tout, ça c'est finalement, et ça a été très bénéfique. Mais donc, qui l'on veut être, comment on veut le faire, qu'est-ce qu'on apprend au fil du temps
qu'est-ce qu'on accepte de ne pas savoir pour apprendre, quels risques l'on prend, qui sont des risques pas toujours mesurés, parce que sinon on ne fait rien, et puis avancer, parce que comme le dit Einstein, pour garder l'équilibre dans la vie, c'est comme la bicyclette, il faut avancer. Ça a été aussi un moteur. Donc un moteur à la fois professionnel, à la fois un moteur social, parce que quand je me disais, pour être acteur social, être entrepreneur, c'est être mandataire social, hein, donc on est vraiment dans la société, on est responsable de salaire, de salariés, d'entreprises, de réussite commerciale, donc du secteur marchand, donc de l'économie au sens large. Mais je voulais m'intéresser aussi aux fragilités, en étant à l'écoute, ouvert aux fragilités, on est ouvert aussi aux rencontres. Et c'est pour ça qu'en ayant rencontré Jean-Baptiste Richardi, fondateur d'Handicap International, on s'est investi totalement dans ces campagnes. Et c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, on est sur 2 grands pieds. Et puis, il faut faire un choix. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu me dis là, parce que quand on y réfléchit bien, Xavier, tu as une carrière qui est au top, tu es extrêmement tranquille, tu crées des belles campagnes, tu développes... Tranquille, je sais pas, parce que c'est fait de stress. Oui, alors justement, mais alors après, certains vont aimer le stress comme moi, parce que moi aussi je suis entrepreneur, donc quelque part on n'est pas entrepreneur par hasard, on aime ce stress-là, même si parfois c'est difficile, et comme tu le disais très justement, on est responsable, avant tout de salarié, ça je ne l'oublie jamais. Mais tu as cette carrière qui se développe très bien, et tu aurais très bien pu d'ailleurs te dire, bon ben voilà, tout va bien pour moi, je développe ma boîte, j'ai du pognon, tout va bien. D'où te vient cette sensibilité à l'autre, aux souffrances et aux gens qui ont un peu moins de chance que toi? Parce que on n'arrive pas chez Handicap International par le plus grand des hasards. Au-delà de la rencontre, il y a nécessairement une appétence pour aider l'autre. Je me trompe? Alors non, tu te trompes pas, mais il faut avoir touché du doigt la fragilité. J'aurais pas dû naître. Je suis né en Afrique dans des conditions complexes. Et quand on est en Afrique dans des conditions complexes, c'est un peu un morceau de chance, comme disent les Anglais, quand on est et qu'on est sans handicap et sans problème. Ensuite, à 14 ans, j'ai un accident de mobilette. J'aurais pu rester après un coma prolongé et je m'en suis remis. Ensuite, j'ai touché du doigt le décès de mes parents très jeunes. Ensuite, j'ai eu moi-même des problèmes de santé assez graves. Donc tout ça fait que pour soi et pour les autres, on s'aperçoit que au fond, la fragilité est constitutive de notre condition humaine et que j'ai eu la chance d'avoir l'énergie et la volonté d'avancer, ce que d'autres n'ont pas. Pour moi, chaque minute compte, chaque minute est importante, il faut la vivre pleinement, car elle passe et qu'on ne rattrape pas le temps qui est passé, donc chaque minute doit avoir de la valeur, chaque seconde doit avoir de la valeur. Et si cette valeur n'est pas humaine, elle ne sert à rien. Donc pour moi, c'est essentiel, c'est ce que je crois, a mu la totalité de ma direction de vie, ma direction professionnelle, ma direction personnelle, c'est faire en sorte de remplir chacune des secondes et des minutes de ma vie de quelque chose d'utile, de quelque chose fait de plaisir, de quelque chose fait de sens. Je crois que c'est la base de mon appétence pour aller toucher aux fragilités et d'aller tenter d'apporter ce que je peux apporter à ce secteur de notre humanité, c'est-à-dire de tendre la main pour aider toutes celles et ceux qui souffrent, quel que soit le type de souffrance, et sans a priori et sans jugement. Voilà, et ça n'empêche pas d'avoir une carrière de professionnel de la communication et de continuer, parce que dans le métier que je fais, on fait beaucoup de communication avec des sujets extrêmement compliqués, mais absolument passionnants. Mais la communication étant la base même de la relation humaine, tout ça finit par se boucler. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous faisons, nous les communicants au sens le plus large du terme, le plus beau des métiers. Et ce que je dis toujours à ma fille qui a 9 ans et demi, c'est que le jour où je serai malheureusement sur mon lit de mort, je ne compterai pas l'argent que j'ai dans mon compte en banque, mais surtout, j'essaierai de me souvenir de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie. Parce que il n'y a que l'humain qui compte, selon moi, c'est la plus belle des choses. Mais bon, désolé pour cette parenthèse très personnelle, mais je me reconnais parfaitement en ce que tu dis là, Xavier. Justement, Xavier, je voulais te poser une question vis-à-vis de ton quotidien chez Handicap International. Parce qu'on a parlé de ta carrière de communicant, tu fais encore de la communication en étant le numéro 1 en France, mais qu'est-ce que c'est ton quotidien? Alors, évidemment, aucun jour ne se ressemble, nous sommes bien d'accord, mais Handicap International en France, c'est, je crois, plus de 300 personnes. Hein. On n'est pas dans la TPE, là, hein. On est dans quelque chose de lourd. Hein.
Alors, Laurent, je vais remettre les chiffres en place parce qu'effectivement, il y a lieu de raconter ce qu'est Handicap International aujourd'hui. Handicap International, c'est plus de 4000 salariés dans le monde et il y a 8 associations comme celle que je dirige. France, États-Unis, Canada, UK, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Suisse. Et ces 8 associations sont organisées autour d'une fédération. Et les métiers de ces 8 associations, c'est collecter, communiquer et l'influence politique, au relais du plaidoyer politique, qui est mené au niveau international. Nos métiers, c'est ça. La fédération nous offre, comme tous les offices, les services partagés, que ce soit la DSI, les RH, la gestion, la compta, etc., etc. Et elle a le mandat d'intervention sur le terrain. Donc, le gros du staff est géré, organisé par la fédération. Et nous, Association nationale, nous participons aux choix stratégiques d'intervention et nous remontons les fonds auprès de la fédération de manière à ce que, de façon concertée, on puisse aller intervenir partout où il y a des crises humanitaires. Alors, je vais vous raconter 2 secondes ce qu'est Handicap International, donc plus de 4000 salariés dans le monde, un budget de 250 millions à peu près. La France contribue pour un tiers de ce budget avec des fonds institutionnels et des fonds privés, donc du particulier, de l'entreprise et des fondations aussi. Et nous intervenons dans plus de 60 pays avec plus de 480 programmes auprès de populations qui souffrent, et ces souffrances sont dues à des crises humanitaires, dues à des catastrophes naturelles ou des conflits armés. Donc nous sommes dans des situations extrêmement critiques. On est né il y a 39 ans hier, parenthèse, le jour de mon anniversaire, c'est le jour de la création d'Handicap International, donc il n'y a pas de hasard, j'étais prédestiné, et le jour de ma fête, c'est la journée internationale du handicap, donc j'étais forcément prédestiné à être là. Donc on est né il y a 39 ans, en contexte de crise sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, dans le plus grand camp de réfugiés pendant la guerre civile des Khmers, et 2 médecins voyaient arriver dans ce grand camp de réfugiés, Khao Dang, des hommes, des femmes et des enfants fauchés par les mines, et donc il fallait amputer. Et ce faisant, ils ont constaté qu'une fois qu'ils étaient amputés, ces personnes n'avaient plus d'avenir, ne se sentaient plus des personnes humaines à part entière. Et donc, ils ont décidé d'engager de la réadaptation avec la fabrication de prothèses. Alors, à l'époque, on disait de la débrouille. Aujourd'hui, on dit de l'innovation frugale. Mais la débrouille, c'était de trouver du bois, du métal, du caoutchouc, du bambou pour faire des prothèses. Ce qu'ils ont fait de façon absolument phénoménale, avec très, 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 très grand succès. Et ils ont monté leur association à partir de là. Et donc, il y a 39 ans, ils étaient 2, puis 3, puis 4, et aujourd'hui, on est plus de 4000. Donc, c'est un succès qui est dû à la vision de ses fondateurs et à leur extrême pugnacité et à leur incroyable courage. Ils n'ont jamais rien lâché devant les difficultés qui se présentaient, devant les défis qui se présentaient. Et ils ont toujours combattu, à la fois sur le terrain. Donc, on a des programmes divers et variés d'accompagnement des victimes, mais on a aussi tout un versant politique où on est acteur de changement du monde. Et je le dis parce que c'est vrai, on a fait signer des traités internationaux qui ont changé le monde. En 97, on a fait signer un traité international d'interdiction des mines antipersonnelles. On est co-prix Nobel de la paix pour ça. En 2005, on a recommencé pour faire signer un traité international contre les bombes à sous-munitions. Et aujourd'hui, on se bat pour faire cesser les bombardements des victimes, c'est-à-dire des pratiques de guerre qui sont indignes de notre humanité. Puisqu'il faut savoir, plus de 90% des victimes aujourd'hui sont des civils dans les conflits armés. Donc voilà globalement ce qu'est Handicap International. Et pour revenir sur les chiffres, non, la structure que je dirige est faite de 62 ou 63 personnes par rapport au gros du staff qui est géré par la fédération. Mais c'est néanmoins la plus grosse structure parmi les associations que j'ai citées, des 8 qui constituent le réseau.